Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Voilà, alors rien ne doit être exclu, des troupes au sol, pourquoi pas, évidemment on veut comprendre, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils parlent de troupes au sol, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a été suffisamment flou, alors volontairement ou pas, mais pour que ses partenaires ne comprennent pas tout, puisqu'ils se sont tous désolidarisés, on verra ça tout à l'heure avec Nivine Potros. On parlait de 3 options ce matin, on va les refaire pour en être bien sûr, éliminer d'ores et déjà la première depuis la séance de questions au gouvernement. On y voit effectivement un petit peu plus clair. C'est le colonel Pierre de Jong qui évoquait ces niveaux de mission. Alors, on va éliminer plutôt la 3e, le niveau troupes au combat. On est d'accord, général, il n'y aura pas de troupes au combat, il n'y aura pas des soldats français qui viendront tuer des soldats russes sur le territoire ukrainien. En tout cas, pour le moment, c'est hors de question, même pas envisageable. Le premier niveau, c'est le niveau pacifique, on fait des formations en Ukraine. Et le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le front chaud, on stabilise le front, on fait des négociations. Alors tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères disait on pourrait envoyer du monde pour déminer, pour faire du cyber, parce que c'est vrai qu'on n'attaque pas les Russes sur le cyber, nous pas du tout, pour produire des armes sur le territoire. Donc on se situerait en fait entre le premier et le deuxième niveau, si je comprends bien, c'est ça ? Oui, je suis un peu troublé parce que stabilisation du front, j'ai vécu ça dans d'autres territoires. Ça me fait penser aux missions de maintien de la paix qui voulaient maintenir la paix là où elle n'existait pas. Donc, non, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Soit il y a des missions de combat, soit c'est pas des missions de combat, c'est des missions de soutien au combat. Auquel cas, effectivement, il y a une place pour aller aider les Ukrainiens qui n'en peuvent mais pour des services d'assistance médicaux, peut-être du déminage aussi, qui sont des missions qui sont très risquées. Ça ne serait pas au front, mais derrière. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, honnêtement, ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est vraiment donner les armes aux Ukrainiens. Et les Ukrainiens ne sont pas en demande vis-à-vis de ça. Oui. Ils ont un vrai sujet, c'est la mobilisation. Ça, c'est vrai, c'est leur problème et il faut qu'ils le résolvent. Mais pour l'instant, eux, ils sont concentrés. M. Zelensky l'a répété. Il doit être un petit peu, encore une fois, surpris ou déçu de la nature des débats qui sont en train de tourner en France. Alors, là, on devrait être en train de parler de modalités concrètes et pratiques pour fournir des éléments solaires, des éléments de frappe dans la profondeur et de l'artillerie en particulier. Alors, les éléments de frappe dans la profondeur, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'effectivement, il en a été question hier, et ça, c'est important. Puisque vous parlez de réaction ukrainienne et de déception peut-être de Volodymyr Zelensky, Solène Rioux, qui est en Ukraine, a pu parler au téléphone avec Mihailo Podolyak, dont on parle souvent sur ce plateau. Et voici en gros ce qu'elle nous rapporte de leur conversation. Alors, on n'a pas évidemment d'enregistrement, mais en gros, M. Macron a raison, il propose un excellent débat sur l'avenir. Sommes-nous prêts à défendre nos principes et notre mode de vie avec l'Ukraine sur un champ de bataille spécifique? Ça, c'est pour le début. Il poursuit, le conseiller du président Zelensky. Une autre question est de savoir dans quelle mesure cela est réaliste aujourd'hui, compte tenu de la logistique, de la préparation psychologique et des différentes opinions politique. Il est assez lucide finalement, Monsieur Podolyak. Et dernier extrait, la fin de cette conversation, je crois qu'à ce stade, il est important d'accélérer considérablement la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine, de modifier la nomenclature des fournitures, de mettre l'accent sur les solutions de haute technologie avancée. C'est assez clair, David Rigoulet-Rose. C'est effectivement ce que disait le général et ce que disait tout à l'heure le député Bayou, qui disait « Mais attendez, l'Ukraine ne nous demande pas d'envoyer des troupes pour aller combattre à leur côté ». Non, c'est pour ça que c'est assez singulier. Là, en l'occurrence, pour la fourniture des armes, c'est un débat récurrent, puisque ce serait qu'un tiers qui serait effectivement livré à ce jour par rapport à la programmation initiale. Donc l'enjeu, il est plutôt là-dessus. Et effectivement, c'est une déclaration. Alors, on est dans la culture présidentielle de la transgression des tabous. Toutes choses égales par ailleurs, ça rappelle un peu la déclaration qu'il avait fait à propos de Gaza sur la coalition antiterroriste qui pourrait se projeter sur le Hamas. Il y avait eu un rétropédalage à l'époque, on s'en souvient. Mais on retrouve un peu la même configuration sur un autre théâtre. Et c'est vrai que ça suscite beaucoup de perplexité. Alors je parle sous votre contrôle, mon général, mais c'est clairement une co-belligérance potentielle. Et donc, avec tout ce que ça implique, d'ailleurs, on a vu
la surprise de nos alliés au sein de l'OTAN notamment, qui étaient effectivement un peu stupéfaits par le caractère explicite de la formulation. Voilà, donc quand le président dit qu'il n'y a pas consensus, c'est un euphémisme, hein. Parce que on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas consensus, pourquoi on parlait en conférence de presse de clôture, en fait? C'était ça qui était un peu surprenant. Donc effectivement, alors je ne parle pas de les réactions russes, ça c'est autre chose, on est sur un registre plus classique, mais de la part de nos alliés, effectivement, il y a quand même une interrogation évidente. On va en parler avec Nivine tout à l'heure. Vincent Crouzet, il y a une petite phrase aussi qui a retenu quand même l'attention des journalistes, c'est quand il dit des positions assumées et officielles. Ça veut dire qu'il y a des positions non assumées, non officielles pour le moment. Donc, vous allez pouvoir nous le détailler peut-être dans une seconde. D'abord, je voudrais que vous écoutiez ce que nous disait le colonel Goya, qui lui a émis aussi d'autres hypothèses tout à l'heure sur le plateau. Écoutez. Vous pouvez même commencer par employer des sociétés privées, par exemple, des sociétés civiles. Pour faire du déminage, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des hommes en uniforme. Hein. Le scénario au-dessus, ce que Pierre Dejon appelle le franc-chaud, ce serait par exemple, on déploie très vite des forces sur le long du Dniepr. Voilà, et on dit, voilà, ça c'est le Dniepr, c'est une ligne rouge, et alors on ne vous attaque pas, on ne combat pas, mais on est là. Et donc si vous voulez franchir le Dniepr, il faudra nous attaquer. Alors, il y a deux choses dans ce qu'il dit. Il y a les sociétés privées, vous allez me dire ce que vous en pensez, et puis il y a la chose de, si vous voulez franchir le Dniepr, vous allez nous attaquer. Mais alors s'ils nous attaquent, on réagit comment? Parce que c'est la question, elle est là quand même. Alors sur les SMP, les sociétés militaires privées, on risque de brouiller en fait notre position et la position officielle de la France. En plus, on va mettre des gens en difficulté sur le plan physique. On l'a vu d'ailleurs avec des franco-suisses qui ont été tués il y a quelques semaines. On n'a pas trop su déterminer d'ailleurs s'ils étaient français ou suisses. Sur une force d'interposition, c'est placer une force d'interposition française aussi en otage à portée en fait de l'artillerie russe. Donc ça va créer des problèmes supplémentaires. Je n'y crois pas trop. En revanche, sortir de l'hypocrisie, oui, parce qu'on parlait de la livraison et de matériel. Il est clair qu'en ce qui concerne l'acheminement et la livraison de matériel très sensible à l'Ukraine, il y a des Français, vraisemblablement qui ne sont pas sous uniforme, qui accompagnent ce matériel jusqu'à l'utilisateur final et qui éventuellement, même peut-être, accompagne l'utilisation de ce matériel et assure la pour vérifier justement que ce matériel ne cible pas des cibles en Russie. Et puis alors j'entends beaucoup parler de la co-belligérance, mais il y a un flou énorme en termes de droit international. Co-belligérance, c'est quand il y a une guerre. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre entre les deux parties. Pour la Russie, ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale. C'est la question que j'allais vous poser. On ne pourrait pas, nous, aller faire une opération militaire spéciale en Ukraine ? Tout à fait, absolument. Finalement. Il y a absolument. L'ONU n'a jamais déclaré qu'il y avait une guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Donc pour l'instant, il n'y a pas de belligérants. Donc il ne peut pas y avoir de co-belligérance. Pardon, je pousse le bouchon un petit peu loin. Mais c'est en termes de droit international. Vous mettez dans la logique des Russes qui ne parlent pas de guerre. Donc effectivement, dans ce cas-là, les prendre à leur propre jeu. Et Magali. Tout à fait. Non, sur ce que disait Vincent sur déjà des Français au sol pour accompagner le matériel ou aider au ciblage lorsque les Ukrainiens utilisent les fameux missiles Scalp ou Storm Shadow. Je voulais vous signaler la déclaration du chancelier allemand Scholz qui ne dit pas autre chose en fait hier. Parce qu'en fait, il explique pourquoi l'Allemagne ne va pas livrer les missiles de longue portée Taurus. Et il dit pourquoi ? Parce que nous n'avons pas, nous Allemands, voilà ce que dit le chancelier Scholz, les mêmes moyens que les Français ou que les Britanniques pour bien vérifier en gros l'utilisation de ces missiles de longue portée. Sous-entendu, c'est ce qu'on comprend entre les lignes, les Français et les Britanniques, eux, ils ont bien des officiers traitants, enfin du personnel français ou britannique qui les aident dans les ciblages. Et c'est pour ça que Scholz dit, moi je ne veux pas livrer ces missiles Taurus parce que c'est une portée de 500 km et en gros, j'ai aucun moyen de vérifier l'utilisation qui en est faite concrètement parce que nous, les Allemands, on n'a pas les mêmes traditions que les Français, que les Britanniques et on ne veut pas justement mettre le doigt dans ce qui pourrait être un engrenage et de se retrouver en première ligne. Mais justement, on n'a pas les mêmes traditions, dit Magali, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi sur ces fameux personnels militaires, peut-être, qui seraient sur le terrain ukrainien, effectivement, ces missions d'aide, de soutien, logistique, d'assistance, etc. Mais aussi, parce que là, il y a un documentaire qui est passé ce week-end à la télévision qui était effarant,
sur le potentiel trafic d'armes. Parce qu'il y a quand même quelque chose aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on est en train de noyer ce pays d'armes, vérifier quand même où vont les armes qu'on donne aux Ukrainiens. Ça, c'est super important aussi, non ? Oui, alors les Ukrainiens ont mis en place sur ce qu'on a pu en voir, on a vu le même reportage qui était passionnant, ils ont mis en place quand même des chaînes de contrôle qui sont assez intéressantes, mais de toute façon, vu le flux, on va se retrouver un jour ou l'autre avec une partie, espérons-le, une faible partie de ces armes qui sera répartis là où elles iront. Un peu comme au moment de l'explosion de l'Union soviétique, d'ailleurs. Là, c'était même plus grave, c'était la compétence nucléaire. Donc, on va se retrouver devant ça. Et évidemment, les Russes utilisent d'ailleurs cet argument en disant ces armes, vous allez les retrouver chez vous. Ils vont alimenter, comme c'était le cas dans les Balkans, ils vont alimenter les réseaux terroristes.